Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Sacha Houlié qui est député La République En Marche de la Vienne. Oui, absolument. Bonjour Sacha Houlié. On va parler dans un instant des élus, des maires, d'une loi qui vous tient à cœur. Avant cela, en évoquant la proximité, les agriculteurs en colère aujourd'hui, dès ce matin, en plein désarroi, stigmatisés. Est-ce qu'il y a des solutions pour y répondre ? Il y a beaucoup de solutions. Il y en avait qu'on avait construit dès la loi sur les généraux de l'alimentation, avec la construction du juste prix et des rémunérations, avec des obligations supplémentaires pour les grandes surfaces dont on sait qu'elles ont, depuis la loi de 2008, qui était la loi LME, très largement abusé dans le cadre des négociations commerciales, qui sont les négociations annuelles visant à fixer les prix. Et puis après, il y a une évolution progressive du métier que l'on connaît, qui est mis en lumière par le film de mon ami Édouard Bergeon, qu'on a reçu ici. Un poids de vin, et qui est un excellent film que je recommande à tout le monde. Un excellent film, mais sur une histoire dramatique, c'est-à-dire le suicide justement de son père. La sienne, qui est tout à fait exacte et qui est malheureusement fidèle à la situation que nous connaissons aujourd'hui des agriculteurs. Et c'est pour ça, eux sont stigmatisés en même temps, parce que ce qu'ils nous disaient, ils allument la radio, la télé, ils voient que il y a un discours écolo ambiant qui dit les agriculteurs sont des pollueurs, sont des bourreaux, etc. Mais que leur répondre justement ? D'abord que nous, on a essayé de répondre à ce qui concernait leurs revenus, en disant on assure un revenu des agriculteurs, on assure des débouchés via des traités internationaux qui permettent de faire de la France une nation exportatrice, mais en disant que les normes sont aussi exportées à nos concurrents, c'est-à-dire le Canada, ils doivent produire comme nous, s'ils veulent commercer avec nous, et puis des débouchés locaux. Parce que dans cette loi, il y avait 50% de la restauration collective, grosso modo les écoles et les collèges, qui doivent s'approvisionner dans les filières locaux ou bio. Et puis, pour ce qui concerne les exigences environnementales, et notamment la sortie de certains produits, le glyphosate, on se donnait le temps, 3 ans, pour sortir avec les agriculteurs et avec des alternatives. Je rappelle qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits sur les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, donc c'est des fongicides, des herbicides, des pesticides, qui sont interdits depuis le 1er janvier 2019 en France. Sur le glyphosate, on s'est fait un calendrier. On a dit aux agriculteurs, on ne va pas vous stigmatiser, on va pouvoir mettre tout le monde autour de la table. On a demandé aux chercheurs de trouver une solution alternative. C'est l'INRA. Et puis on dit, il faut qu'on puisse en sortir tous ensemble, sans que ce soit une contrainte qui vous tombe dessus, mais comprenez bien qu'on ne peut pas empoisonner non plus les gens. Oui, non, mais c'est vrai, mais bon, les pesticides, quand même, on veut aller un peu vite, disent-ils, dans l'application des distances, trop vite, quoi. Et ça pour le coup, c'est précisément la raison pour laquelle nous, on s'était donné 3 ans au départ, et on voit bien qu'en termes d'application sur le terrain, face aux arrêtés qui sont un peu démagogiques de certains édiles locaux, face à la façon dont on dit il faut un périmètre ou il ne faut pas de périmètre. Si le produit est dangereux, il n'y a pas de périmètre à avoir. Si le produit est dangereux, il faut l'interdire. Par contre, s'il faut l'interdire, alors il faut regarder comment ça a été utilisé, à combien de temps, et finalement comment on peut en sortir. Parce que quand on a traité les sols pendant des années et des années, si on interdit le produit du jour au lendemain, ça revient à dire qu'on ne peut plus cultiver ces terres-là. Donc tout ça est compliqué. Sachant en plus, et ça on l'a fait dans d'autres lois, on a fait des lois sur l'aménagement du territoire sur ce sujet, que pendant longtemps on a dit qu'il fallait absolument étaler la ville, qu'il fallait construire des nouveaux logements. Depuis un petit moment c'est différent. Il faut moins étaler, il faut concentrer et il faut limiter. Et quand on a été construire des lotissements au milieu des champs, ceux qui se sont installés au milieu des champs, ils ont certainement des droits, comme tout le monde, mais ils ont aussi des devoirs vis-à-vis des gens dont ils sont venus perturber l'écosystème. Et quand on a construit des collèges, des écoles, c'est le cas dans la Vienne encore, on est en train de construire un collège au milieu des champs, certes, il y a des agriculteurs autour qui cultivent des terres. Ça existe. Et donc, il faut, autour de ça, l'État, les collectivités locales fassent baisser la pression et organisent le dialogue entre ceux qui exigent une santé publique de haut niveau, ils ont leurs droits, et ceux qui cultivent les terres depuis longtemps et qui ne sont pas les derniers non plus à vouloir une santé public de haut niveau. Oui, bon, en tout cas, c'est un dossier extrêmement difficile, compliqué, et on va suivre ça, évidemment, parce qu'eux ont l'impression de ne pas voir aussi les résultats de cette loi alimentation. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture l'a reconnu. Il va falloir un petit peu de temps. Ça c'est sûr qu'on a... Alors, d'abord, on a des négociations commerciales chaque année, et donc on pourra le mesurer année après année. Je rappelle aussi qu'il y avait cette idée-là, de construction des prix depuis ce que produisent les agriculteurs, de dire on ne revend pas à perte pour créer des marges, et puis 3, de pouvoir évaluer tout cela dans le temps. On y est, on va avoir la
deuxième application l'année prochaine en 2020 et on va voir si on fait des progrès sur ce domaine. Oui, alors venons-en, Sacha Houlié, à la loi engagement et proximité que vous portez. Qu'est-ce que ça va changer? Alors c'est pour les petits maires notamment. Qu'est-ce que ça va changer avec cette loi, en 2 mots? D'abord, il faut savoir d'où ça vient. Oui. Ça vient du grand débat. Et ça vient du fait qu'on s'est dit, la loi NOTRe, maintenant ça est devenu célèbre, heureusement ou malheureusement, parce que la loi NOTRe, elle a éloigné le pouvoir local des citoyens. Elle l'a éloigné pour 2 raisons, c'est qu'on est passé d'une France qui était une France modèle Napoléon, où on avait les communes et les départements, à une France modèle Europe, avec les intercommunalités et les régions, qui, dans leur taille, étaient beaucoup trop importantes, et qui, à l'égard des élus, on n'a pas fourni le mode d'emploi. On n'a pas dit aux élus comment ça fonctionnait. Donc, il y a plein de choses à revoir, au moins 4. 1, le fonctionnement entre le maire et son intercommunalité. Quel est le droit du maire dans l'intercommunalité et qu'est-ce que l'intercommunalité apporte au maire? D'ailleurs, quel type d'intercommunalité on veut? Oui, on veut. Est-ce qu'on veut une intercommunalité qui est très mutualisée, avec beaucoup de compétences qui sont mises en commun, ou est-ce qu'on veut une intercommunalité qui est un agrégat de communes et qui fonctionne pour le compte des communes? Ça, il faut qu'il puisse choisir. Deuxième chose, il faut que le maire il ait des pouvoirs. Ouais. Et ça veut dire que lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il prend un arrêté, il faut qu'il puisse l'exécuter. C'est pour ça qu'on renforce les pouvoirs de police. Et puis qu'on dit, lorsqu'on a sans qu'il y ait forcément des abus, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi avec des mesures qui peuvent être des magots. Heureusement, on va s'y pencher, mais heureusement, il y a un contrôle de l'État sur ces mesures-là. Et vous savez que lorsque les maires prennent des arrêtés qui sont illégaux, heureusement, le préfet le contrôle. Et si le préfet n'a pas gain de cause, il peut toujours saisir le tribunal administratif pour dire au maire, vous n'avez pas ce pourvoi-là, ou vous êtes allé trop loin. Rapidement, les 2 derniers éléments, Sacha Houlié. Et puis, des modalités d'action en disant tout ce qu'on peut faire en commun plus facilement, on simplifie les procédures dans la mise en commun de compétences ou dans la mise en commun de services. Et dernière chose, et pas des moindres, comment on facilite l'engagement. Donc, les frais de garde, donc les indemnités, donc toutes ces questions-là qui sont celles de la formation des élus, ou encore, et ça c'est important parce qu'on l'a vu cet été, la protection fonctionnelle. Lorsque vous êtes un élu qui est menacé, qui est agressé, qui est contesté, eh bien, on va mettre un système assurantiel en place, comme d'ailleurs c'est quasiment le cas pour les salariés depuis 2013 avec cet accord national interprofessionnel. On y travaille, on aura des mesures, ce sera performant, ce sera mobilisable facilement, et il n'y aura même pas cette barrière psychologique du maire qui est de se dire mais est-ce que je m'en saisis ou pas? Oui, Sacha Houlié, Emmanuel Macron devient le président des petits maires, alors c'est ça? Avec cette loi? En tout cas, le message a été 100% reçu depuis le grand débat et sur les territoires, de dire qu'il y a des élus de proximité. D'ailleurs, les députés le savent assez bien. Les députés, quand on est sur place, on a le réflexe, quand on va dans une commune, première chose, on appelle le maire, on discute avec lui, qu'est-ce qu'il ressent. Est-ce que d'ailleurs, au passage, en fait, finalement, la loi de l'interdiction du cumul, c'était pas une mauvaise chose quand même avec le recul? Alors moi, je suis maire et député. Parce que ça peut servir d'avoir un mandat local pour avoir les mains un peu dans le cambouis, non? Il y a 2 choses dans ce que vous dites. D'abord, moi, je suis absolument convaincu que le non-cumul est une bonne chose parce qu'il mobilise absolument les élus sur ce pourquoi ils sont élus. Quand vous êtes maire, vous êtes maire. Quand vous êtes conseiller régional, vous êtes conseiller régional. Quand vous êtes député, vous êtes député. Et donc, le mélange des genres n'est jamais une bonne chose. On est bien dans sa tâche quand on fait une seule chose à la fois et on la fait bien. En revanche, qu'on ait eu un mandat de conseiller municipal avant, conseiller régional, conseiller départemental, que parfois, il y ait pour les fonctions qui ne sont pas exécutives, donc lorsque vous n'êtes pas chef du département, lorsque vous n'êtes pas président de région, lorsque vous n'êtes pas maire ou adjoint, eh bien que vous puissiez être dans la majorité municipale, dans l'opposition municipale et que vous êtes parlementaire, c'est un surplus d'âme qu'il ne faut pas négliger. Mais chacun sa tâche, clarifions les compétences, et donc du coup, quand on est député, c'est bien comme ça. En parlant des municipales, est-ce qu'il faut interdire les listes communautaristes? Alors d'abord, la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y ait pas de liste anti-républicaine, au-delà de communautariste, anti-républicaine, c'est de faire battre ces gens-là. C'est de faire battre ces gens-là. Et donc si, avant même de jouer l'élection municipale, locale, sur ces sujets-là, on n'est pas capable de se dire qu'on peut les battre dans les urnes, on se tire une balle dans le pied. Ensuite, par principe... Donc ça veut dire, dans ces conditions, que vous êtes favorable à ce qu'elles se présentent. Je suis favorable pour des questions de liberté d'expression qui sont d'ailleurs protégées constitutionnellement. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir vous promettre, à ce micro ou à d'autres, que les listes communautaristes peuvent être interdites, en fait, c'est une erreur par rapport à ce que protège la Constitution dans la liberté d'expression. En revanche, ce à quoi s'est engagé le ministre de la Cohésion des Territoires, ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est que
Ces listes seront examinées avec beaucoup de scrupules par les préfets et par les autorités, et que tout débordement sera strictement sanctionné. Et donc, il y aura des contrôles de légalité des préfets, et donc il y aura des procureurs qui seront saisis en cas d'incitation à la haine, en cas de trouble à l'ordre public. Bref, tout ça sera sanctionné, étudié, et donc il n'y aura aucun territoire de la République qui sera ouvert à l'incitation à la haine ou à une communautarisation. Donc, et pourtant, il y a un débat, y compris au sein de la République En Marche. Hein. Oui. Mais y compris au sein de la République En Marche, tout le monde est libre de s'exprimer. Donc ce qui vaut pour la République En Marche est a fortiori vrai pour l'espace public. C'est vrai, Sacha Houlié, à ce propos, il y a un pôle de gauche qui est en train de se créer, c'est ça? Vous en faites partie, vous, dans la Macronie, dans la République En Marche? D'abord, moi, j'ai le label cachère, si vous me permettez, la République En Marche, puisque je suis fondateur des Jeunes avec Macron depuis 2015. Donc là-dessus, bon. Mais s'il y a des élus qui nous disent, écoutez, nous, on vient du Parti Socialiste, nous, on vient d'Europe Écologie Les Verts, nous, on vient, bref, de tous ces partis de gauche, on n'avait pas signé au départ, mais il est vrai que vous avez fait des choses qui nous convainquent, d'autres choses qui nous convainquent un peu moins, d'autres pas du tout, mais on est prêts à vous rejoindre parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait mieux que vous. Je pense qu'il faut leur ouvrir la porte. Et je pense que c'est plutôt satisfaisant de se dire qu'on est capable de convaincre des gens, au-delà de ceux qui nous ont rejoints au départ, au-delà de ceux qui, plutôt à droite, ont monté des partis ou des organisations qui élargissent la majorité. Si d'autres viennent le faire à notre gauche, tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit. Oui, bon, le mot de la fin, Sacha Houlié, avec Cécile de Ménibus. Vous venez de dire que dans la République En Marche, tout le monde peut s'exprimer. Pourtant, là, les municipales approchent et les marcheurs libres dénoncent certaines méthodes de cadre du parti, justement sur les investitures, sur pas mal de soucis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence, au contraire? Alors, d'abord, vous savez que sur les procédures telles qu'elles ont été faites, elles découlent, des statuts. 2, elles sont quasiment équivalentes à celles qui avaient prévalu à la sélection des députés. C'est-à-dire qu'il y a une commission nationale d'investiture, chacun envoie ses dossiers, c'est étudié avec des représentants de chaque corps. Donc il y a des maires, des personnes qui viennent élargir, puisqu'il y a des partenaires qui sont dans la commission. Il y a des membres du bureau exécutif, et puis il y a quelques élus locaux dans cette commission nationale d'investiture. Bon, à un moment donné, il faut choisir. Tous les partis désignent leur tête de liste. Nationalement, ça s'est toujours passé comme ça pour les plus grosses villes. Donc c'est pareil pour nous. Oui, mais et là-dessus, il n'y a pas de système. Est-ce que tout le monde peut vraiment s'exprimer comme il le souhaite? En tout cas, ça reste le parti où il n'y a pas de ticket d'entrée, comme c'est le cas pour les autres, donc il n'y a pas d'adhésion payante. Ça reste le parti où on peut librement créer un comité local. Ça reste le parti où on peut librement se présenter sans avoir aucune expérience au départ. Donc, je crois qu'en termes de liberté... Donc, des marcheurs en marge, finalement, c'est comme ça. Je crois qu'en termes de liberté, on a fait une grande partie du travail. Et c'est sûr que parfois ça ne convainc pas tout le monde, je le regrette, mais en tout cas beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a une réforme des statuts qui est en cours, donc il faudra peut-être en faire encore d'autres. Merci Sacha Houlié, député de la République En Marche de la Vienne, et l'invité ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, 7h57. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bon.